Écoutez-moi bien, car cette histoire, elle n'est pas comme les autres. Elle parle de 3 hommes, 3 esclaves, qui ont regardé l'enfer droit dans les yeux et ont décidé de lui acheter un billet de sortie. C'était en 1818, une époque où la liberté, pour certains, n'était qu'un mot écrit sur un papier jamais lu, une denrée réservée aux Blancs ou à ceux qui avaient une chance folle. Le soleil cognait sur la terre du domaine Beaumanoir. Quand je dis cognait, je veux dire qu'il vous écrasait l'âme, qu'il vous pompait la force jusqu'à la dernière goutte. La canne à sucre, c'était le sang de cette plantation, et le sang de ces hommes, c'était le prix. Ils étaient là, courbés, sous la surveillance constante des contremaîtres, des hommes dont le cœur était fait de la même pierre que le chemin qui menait à la grande maison. Il y avait Toussaint, un roc, un pilier. Quand Toussaint soulevait une botte de canne, on aurait dit que la terre elle-même lui obéissait. Il était grand, musclé, taillé dans le bois dur des forêts oubliées. Il ne parlait pas beaucoup, Toussaint. Il gardait tout à l'intérieur, mais ses yeux, ses yeux racontaient des histoires de dignité brisée et de rage contenue. Il était le moteur de l'équipe, celui dont la présence rassurait les autres, mais dont la force était aussi sa malédiction, car elle le rendait précieux, donc inestimable pour le maître. À côté de lui, il y avait Jean-Pierre. Lui, c'était l'observateur, le penseur. Petit, nerveux, Jean-Pierre ne se fiait qu'à son esprit. Il voyait les failles dans le système, il comptait les sacs de sucre, il mémorisait les allers et retours des surveillants. Il avait l'air frêle, mais son cerveau, mes amis, c'était une machine qui tournait sans cesse, cherchant l'angle mort, le moment de faiblesse dans la forteresse du maître. Et puis, il y avait Cédric. Cédric était le plus jeune des 3, mais il avait la main verte, et surtout, il avait la confiance relative de la maisonnée. Il travaillait aux écuries et parfois au jardin du maître, ce qui lui donnait un accès que les autres n'avaient pas, un accès aux conversations chuchotées et aux petits secrets de la grande maison. Cédric, lui, il savait parler aux animaux, et il savait aussi écouter les silences. Ces 3-là, ils n'étaient pas de la même famille de sang, mais ils étaient liés par la chaîne invisible et terrible de l'esclavage. Ils partageaient la paillasse humide, la soupe maigre, et surtout ils partageaient un rêve si fou qu'il était dangereux de le murmurer même au vent, l'affranchissement. Le maître, c'était Monsieur Beaumanoir, un homme sec, avec une moustache fine et des mains qui ne touchaient jamais la terre, seulement les registres de compte. Pour lui, Toussaint, Jean-Pierre et Cédric n'étaient que des chiffres, des investissements rentables. La valeur de la vie d'un homme était écrite en francs, et c'était une somme astronomique. Un soir, après la longue journée de labeur, la scène était la même que d'habitude. Ils étaient assis près des cabanes, la fatigue leur tordant les muscles. Le silence n'était brisé que par le chant des grillons et le lointain aboiement du chien de garde. « J'ai vu le registre aujourd'hui », murmura Jean-Pierre, sa voix à peine audible. Il avait réussi à jeter un œil au papier du contremaître, un exploit risqué qu'il accomplissait grâce à sa rapidité et à la négligence de son surveillant. Toussaint ne bougea pas, il mâchait lentement un bout de pain. Toussaint ne bougea pas. Il mâchait lentement un bout de pain, un geste qui, chez lui, remplaçait 1000 questions. Il attendait le chiffre, le verdict qui allait décider si leur rêve était fou ou juste impossible. « Ah, il nous a évalués », reprit Jean-Pierre, sa voix tremblante, malgré l'habitude du danger. « Toussaint, toi, il t'estime à 5000 francs. 5000, parce que tu vaux le travail de 3 hommes. » Toussaint s'arrêta de mâcher. 5000 francs. C'était le prix d'une petite terre, d'un cheval de race, d'une année de luxe pour un blanc. C'était une somme obscène pour la vie d'un homme qui ne possédait rien, même pas sa propre chemise. Il hocha la tête, sans colère, mais avec une détermination qui faisait peur à voir. « Et moi ?» demanda Jean-Pierre. « 4500. Pour mon utilité dans la gestion des stocks, il a écrit. » Puis ils regardèrent Cédric, qui s'était recroquevillé un peu plus. « Et toi, Cédric, vu que tu es jeune et que tu as accès à la maison, il t'a mis à 3000 francs. » Le silence retomba.
plus lourd que les sacs de Cannes. 12 500 francs. C'était le mur qu'il devait escalader, un mur fait de papier, d'encre et surtout de la cupidité de Monsieur Beaumanoir. C'est trop, souffla Cédric, la gorge nouée. On n'y arrivera jamais. On gagne à peine de quoi acheter une bougie au marché. Jean-Pierre, lui, avait déjà fait les calculs. Son cerveau bouillonnait. Écoutez-moi bien, c'est la somme totale. Si nous nous présentons ensemble, il y a de fortes chances qu'il refuse. Il ne veut pas perdre son meilleur bétail d'un coup. Mais si nous nous présentons un par un en étalant les paiements... Toussaint leva les yeux vers la lune. Comment? Comment allons-nous trouver cette somme? Nous n'avons que le dimanche et le peu de terre qu'il nous laisse cultiver pour survivre. C'est là, mes amis, que la vraie histoire commence, celle de l'ingéniosité contre la tyrannie. Ces hommes, ils n'allaient pas voler. Ils allaient travailler, mais d'une manière que le maître n'aurait jamais pu imaginer. Ils allaient créer une économie souterraine, invisible, alimentée par la sueur qui ne coulait pas pour Beaumanoir. Le plan était simple dans son concept, mais diabolique dans son exécution. Il reposait sur les forces exactes qui les rendaient précieux. Toussaint, c'était la force brute. Son travail, le dimanche, était de louer ses muscles. Il n'allait pas loin, juste chez les petits planteurs voisins qui n'avaient pas les moyens d'acheter des esclaves et qui avaient besoin d'aide urgente pour défricher un lopin de terre ou réparer une palissade. Ces petits blancs, ou même les noirs libres des alentours, payaient en nature, parfois en pièces d'argent, mais toujours en secret. Toussaint travaillait du lever au coucher du soleil, sans boire, sans manger, pour ne pas perdre une minute. Il rentrait à la plantation épuisé, les mains en sang, mais les poches alourdies de quelques sous. Jean-Pierre, lui, c'était l'intelligence et la discrétion. Il avait remarqué que de nombreux petits fermiers illettrés avaient des problèmes avec leurs comptes et leurs courriers. Sous le prétexte d'aller chercher de l'eau ou de couper du bois, Jean-Pierre se faufilait pour offrir ses services d'écriture et de comptabilité. Il écrivait des lettres d'amour, des réclamations, des reçus. Il était le notaire secret du petit peuple. Il ne demandait pas d'argent directement, mais acceptait les cadeaux. Des œufs, un poulet et surtout des petites pièces qu'il cachait dans la doublure usée de son pantalon. Et Cédric, le jeune, il était la clé de l'intérieur. Grâce à son poste aux écuries, il avait accès aux voyageurs et aux marchands de passage. Il était doué avec les chevaux. Il passait des heures à les brosser, à vérifier leurs sabots. Les voyageurs, reconnaissant de voir leur monture bien traitée, lui donnaient souvent de petites gratifications. Mais le vrai trésor de Cédric, c'était le jardin du maître. Il avait la main verte, et il savait que certaines graines rares, certains plants de fleurs exotiques que Beaumanoir cultivait par pure vanité, valaient de l'or auprès des dames de la ville. Il en prélevait juste assez, sans que cela se voie, et les échangeait secrètement contre des pièces de monnaie grâce à une vieille femme du marché qui ne posait jamais de questions. Chaque sou, chaque petite pièce de cuivre ou d'argent était un morceau de leur âme qu'ils récupéraient. Le plus difficile, c'était de cacher les gains. « Nous devons avoir un endroit sûr », avait dit Toussaint, regardant autour de leur cabane. « Un endroit que le maître ne cherchera jamais. » Ils avaient choisi un vieux manguier, juste à la lisière de la forêt, loin des sentiers battus. Sous ses racines tordues, ils avaient creusé un trou profond, qu'ils avaient tapissé d'une vieille toile cirée pour protéger l'argent de l'humidité. Chaque dimanche soir, c'était le rituel. Épuisé, le corps en feu, ils se retrouvaient sous le manguier. Jean-Pierre sortait son petit calepin de fortune, fait de feuilles volantes, et comptait. « Cette semaine, Toussaint, tu as fait 55 sous. Cédric, tes graines et tes pourboires, 32 sous. Et moi, avec les lettres, 43. » Ils mettaient tout ensemble. C'était lent. Terriblement lent. Parfois, après un mois entier de travail acharné, ils n'avaient même pas atteint la somme d'1 franc. La frustration était une bête qui rongeait leurs entrailles. 12 500 francs, répétait Toussaint comme un mantra. Nous devons être patients. Le temps est notre seul allié que le maître ne peut pas nous prendre. Le danger, lui, était partout.
Le contremaître, un homme nommé Dubois, avait l'œil vif et le fouet facile. Il ne comprenait pas pourquoi ces trois hommes, qui travaillaient si dur pour lui en semaine, semblaient trouver l'énergie de disparaître dès le dimanche matin. Il les soupçonnait de paresse, ou pire, de comploter. Un jour, Dubois a surpris Toussaint revenant d'une ferme voisine, les muscles couverts de boue fraîche. « Oh, où étais-tu, Toussaint ?» avait grogné Dubois, le fouet pendant lourdement à sa ceinture. Toussaint, entraîné à mentir avec le corps et non avec la bouche, s'était penché, simulant une douleur intense. « J'étais à la rivière, monsieur Dubois. Mon estomac me tordait, j'ai dû me soulager. » Dubois l'avait regardé, méfiant. Toussaint était le pilier de la plantation, il ne tombait jamais malade. Mais le regard de Toussaint était si honnête dans sa souffrance simulée, et son épuisement si réel, il venait de déraciner une souche d'arbre, que Dubois avait finalement renoncé, lui lançant juste un avertissement hurlé. Ce fut une alerte. Il devait être plus prudent. Ils devaient faire en sorte que leur travail secret n'interfère jamais avec leur travail pour Beaumanoir. La moindre baisse de productivité aurait été une preuve de leur complot. Alors, Toussaint travaillait doublement dur sur la canne du maître, juste pour détourner les soupçons. Il portait des charges plus lourdes, il coupait plus vite. Le soir, il s'effondrait, mais il se forçait à se relever pour le travail de la nuit. Son corps devenait une machine de douleur et de résistance. Pendant ce temps, Jean-Pierre gérait les comptes avec une précision maniaque. Il avait calculé que, s'il maintenait un rythme moyen de 150 francs par an, il leur faudrait plus de 80 ans pour réunir la somme. L'horreur de ce calcul le glaça. Il n'avait pas ce temps. Il devait accélérer. « Nous devons prendre des risques », annonça Jean-Pierre un soir, sa voix basse mais ferme. « Nous n'avons pas le choix. Nous devons trouver quelque chose qui rapporte gros, même si c'est une seule fois. » Cédric, qui avait toujours été le plus craintif, proposa l'idée la plus audacieuse. « Les chevaux !» murmura-t-il. « Le maître va bientôt recevoir un nouvel étalon de France. Il est très précieux. » Toussaint et Jean-Pierre le regardèrent, horrifiés. Voulait-il voler l'étalon? « Non, pas le voler !» s'empressa Cédric de rassurer. « Mais les marchands qui viennent livrer les bêtes, ils sont souvent en transit. Ils ont besoin de services rapides et discrets. » Cédric avait remarqué que l'un des marchands, un homme bourru du nom de Lefebvre, était toujours pressé et avait besoin de faire réparer les harnais et les chariots en urgence avant de reprendre la route. « Je peux réparer ces harnais, je l'ai vu faire 1000 fois, et je peux lui cirer son chariot pour qu'il ait l'air neuf avant la ville. Il paiera bien pour la discrétion et la rapidité. » C'était un pari risqué. Travailler pour un étranger en plein jour, même dans les écuries. Le jour de l'arrivée de l'étalon, la plantation était en effervescence. Monsieur Beaumanoir était tout sourire, parlant de la lignée de la bête. Lefebvre, le marchand, était effectivement pressé. Cédric, avec une audace nouvelle, s'approcha de Lefebvre pendant que Beaumanoir était distrait. « Monsieur, » dit Cédric parlant le français de la maison, poli et efficace, « vos harnais sont usés. Si vous voulez qu'ils tiennent jusqu'à Port-Royal, je peux les réparer et les graisser ce soir. Personne ne vous verra. Je demande une pièce d'argent. » Lefebvre, qui était sur le point de gronder l'esclave, fut surpris par le ton professionnel. Il regarda les harnais, puis le jeune homme. Une pièce d'argent, c'était beaucoup, mais le travail valait le détour et évitait un arrêt coûteux en ville. « Fais-le, » dit Lefebvre en crachant par terre. « Mais si le maître l'apprend, je dirai que tu as travaillé sans mon ordre. » Cédric sourit intérieurement. Il avait réussi. Cette nuit-là, tandis que Beaumanoir dormait dans son lit à baldaquin, Cédric, éclairé par une minuscule lampe à huile volée, travaillait dans l'écurie. Ses doigts, agiles et rapides, réparaient le cuir, resserraient les boucles. Il travaillait non pas pour le maître, mais pour la liberté. Le lendemain matin, Lefebvre, satisfait du travail impeccable, donna à Cédric une pièce d'argent de 5 francs, une somme colossale pour eux. C'était plus que ce que Toussaint gagnait en 2 dimanches entiers. Cédric, le cœur battant à tout rompre, courut cacher la pièce sous le manguier. Quand les 3 hommes se retrouvèrent ce soir,
La lueur de la pièce d'argent, même dans l'obscurité, était un phare d'espoir. 5 francs, murmura Toussaint, sa voix pleine d'une émotion qu'il ne laissait jamais transparaître. Nous avons un espoir. Jean-Pierre, le comptable, prit la pièce et la caressa. Nous devons continuer, mais nous devons aussi penser à la manière de nous affranchir. Nous ne pouvons pas nous présenter tous les 3 en même temps. Ils décidèrent alors de l'ordre de priorité. Le plus cher, le plus difficile à remplacer, devait partir en premier. Toussaint. Sa liberté serait le premier jalon, la preuve que l'impossible était possible. Une fois libre, Toussaint pourrait travailler ouvertement et légalement, et aider ses frères à racheter leur propre peau. « C'est moi qui commence », dit Toussaint, sa voix pleine de la responsabilité qu'il acceptait. « Tu devras partir loin », lui rappela Jean-Pierre. « Si tu restes ici, Beaumanoir essaiera de te reprendre ou de te faire travailler pour une misère. » Alors, le plan devint encore plus complexe. Accumuler l'argent, libérer Toussaint et lui donner assez de fonds pour s'établir et se cacher tout en continuant à financer la liberté des 2 autres. Les mois se transformèrent en années. Le temps passait lentement. Chaque jour était un combat contre la fatigue et la peur. Ils se privaient de tout. Le peu de nourriture qu'ils gagnaient, ils le revendèrent parfois pour une pièce de monnaie de plus. Ils maigrissaient, leurs traits se creusaient. Mais leurs yeux, eux, brillaient d'une intensité nouvelle. Ils avaient trouvé d'autres sources de revenus. Jean-Pierre s'était mis à fabriquer de petits paniers tressés la nuit, utilisant des matériaux glanés dans la forêt, qu'il vendait discrètement. Toussaint, lui, utilisait sa force pour transporter des charges lourdes pour les marchands de la route, acceptant de marcher des kilomètres la nuit pour un petit gain. La somme augmentait, mais si lentement. Après 3 ans de ce régime de forçats volontaires, ils avaient amassé près de 1000 francs. 1000 francs. C'était une victoire immense, une preuve de leur endurance, mais ce n'était même pas le quart du prix de Toussaint. Et puis le destin, souvent cruel, leur offrit une opportunité inattendue, une brèche dans la muraille de Beaumanoir. Un matin, M. Beaumanoir, en examinant ses comptes, s'aperçut qu'il manquait une somme importante dans ses registres de vente de mélasse. Il n'aimait pas les chiffres, il aimait l'argent. Il devint fou de rage. Il soupçonna immédiatement son contremaître Dubois de vol. Dubois, qui était un homme brutal mais pas un voleur, jura ses grands dieux qu'il était innocent. Mais Beaumanoir était un homme borné. Il fallait un coupable. « Jean-Pierre !» hurla Beaumanoir, faisant venir le petit homme à la grande maison. Jean-Pierre arriva, le cœur battant, mais le visage impassible. « J'ai besoin que tu vérifies ces registres. Tu es le seul qui sache lire ces gribouillis après moi. Trouve-moi où Dubois a mis mon argent. » C'était une chance inouïe. Jean-Pierre avait accès aux livres de comptes. Non seulement il pouvait prouver l'innocence de Dubois, car le vol avait été commis par un employé libre de la ville, une négligence de Beaumanoir, mais il pouvait surtout voir la vraie situation financière de son maître. Jean-Pierre passa la nuit à éplucher les registres. Ce qu'il découvrit était bien plus important que le vol de mélasse. Monsieur Beaumanoir, sous ses airs de riche propriétaire, était en réalité au bord de la ruine. Il avait fait de mauvais investissements dans le commerce maritime et avait des dettes énormes auprès des banquiers de Port-Royal. La plantation était hypothéquée. Jean-Pierre, avec son esprit de comptable, réalisa que Beaumanoir n'avait pas besoin de travailleurs. Il avait besoin de liquidité, immédiatement. Le lendemain matin, Jean-Pierre se présenta devant Beaumanoir, qui trépignait dans son bureau. « J'ai trouvé l'erreur, maître », dit Jean-Pierre, pointant du doigt une ligne. « Le vol n'est pas de Dubois, mais d'un employé de la ville qui a falsifié un reçu de livraison. » Beaumanoir fut soulagé, mais toujours furieux de sa situation financière. « Et alors, je suis ruiné !» cria-t-il. Jean-Pierre prit son courage à 2 mains. Il savait qu'il marchait sur une corde raide. « Maître, si vous avez besoin d'argent rapidement, il y a une solution. » Beaumanoir le regarda, les yeux plissés. « Quelle solution ?»« Vendez ce qui ne vous est pas essentiel pour la récolte immédiate. Vendez les hommes. »
Beaumanoir hésita. Vendre des esclaves était courant, mais Toussaint, Jean-Pierre et Cédric étaient trop précieux. Non, je ne vendrai pas mes meilleurs hommes. Non, maître, insista Jean-Pierre, jouant la carte du dévouement. Mais vous pourriez vendre ma liberté, ou celle de Toussaint. C'est beaucoup d'argent en liquide, tout de suite, si vous réduisez le prix pour une transaction rapide. L'idée fit son chemin dans l'esprit cupide de Beaumanoir. La liquidité, c'était le nerf de la guerre. « Tu me demandes de te vendre ta liberté ?» ricana Beaumanoir. « Je vous demande de me vendre la possibilité de l'acheter, maître. Nous pourrions vous payer en plusieurs fois, mais avec un premier versement conséquent, immédiatement. » Ce soir-là, sous le manguier, Jean-Pierre raconta tout. Il est désespéré. C'est notre chance. Nous devons lui proposer une transaction. Nous avons 1000 francs. Nous allons lui proposer 1000 francs tout de suite pour Toussaint, à condition qu'il réduise le prix total de Toussaint à 3000 francs, au lieu de 5000. C'était une proposition folle. Une remise de 40%. Toussaint regarda ses mains calleuses. « Si nous faisons cela, nous n'aurons plus rien. Il faudra recommencer à zéro pour vous deux. »« Nous le ferons, » assura Jean-Pierre. « Mais si tu es libre, Toussaint, le travail sera plus facile. Tu ne seras plus un esclave. » Le lendemain, Jean-Pierre, Toussaint et Cédric se présentèrent ensemble devant Beaumanoir. Toussaint tenait un sac de toile, lourd de toutes leurs économies. L'air était tendu. Beaumanoir était assis derrière son grand bureau en acajou. « Maître, » dit Toussaint, sa voix profonde et respectueuse, « nous savons que vous avez des difficultés. Nous vous offrons une solution. Mon affranchissement. » Il posa le sac sur le bureau. Le bruit des pièces d'argent fit teinter le silence. « Il y a ici 1000 francs, » dit Jean-Pierre. « Un premier versement pour la liberté de Toussaint. Nous vous proposons de payer le solde de 2000 francs en 1 an, si vous acceptez de fixer son prix total à 3000 francs. » Beaumanoir se leva, se penchant sur l'argent. Sa main tremblait légèrement. 3000 francs. C'était peu pour Toussaint, mais 1000 francs, tout de suite, c'était la survie de la plantation face à ses créanciers. Il hésita longuement. Perdre Toussaint, c'était perdre sa meilleure force. Mais gagner 1000 francs, c'était gagner du temps. « Je ne peux pas accepter, » dit Beaumanoir, essayant de paraître ferme. « 5000 francs, c'est le prix. Alors nous allons chercher un autre acheteur, » répondit Toussaint, avec un calme qui déstabilisa le maître. « Nous allons trouver un homme libre qui achètera ma liberté à 5000. Et vous paierez la commission, maître. Avec nous, vous avez l'argent en main, sans intermédiaire, et immédiatement. » C'était un bluff. Ils n'auraient jamais pu trouver un homme libre pour les aider. Mais la panique dans les yeux de Beaumanoir était palpable. Il regarda le sac d'argent, puis Toussaint, puis Jean-Pierre et Cédric, ces deux autres investissements précieux qu'il ne voulait pas voir s'envoler. « J'accepte, » cracha Beaumanoir. 3000 francs, mais je veux des garanties pour le reste. Et si vous ne payez pas le solde dans 1 an, Toussaint revient à moi et l'argent est perdu. »« Nous acceptons, » dit Toussaint. Le marché était conclu. La liberté avait un prix, et ils venaient de payer la première tranche avec le sang de leurs efforts. Beaumanoir rédigea les papiers. Le document d'affranchissement écrit sur un papier fin, avec le sceau de la colonie. C'était la fin de Toussaint l'esclave. Quand Toussaint sortit de la grande maison ce soir-là, il n'était plus le même homme. Il tenait le papier dans sa main, un simple bout de parchemin, mais qui contenait l'univers. Il était libre. Il revint vers Jean-Pierre et Cédric, qui attendaient sous le manguier. Il ne dit rien, il leur montra juste le papier. Les larmes coulèrent sur les joues de Cédric. Jean-Pierre sourit, un sourire épuisé, mais victorieux. « Tu pars quand ?» demanda Jean-Pierre. « Demain, » répondit Toussaint. « Je dois m'éloigner avant qu'il ne regrette son marché. Je vais travailler à Port-Royal. Je vais gagner l'argent pour vous deux. » Le départ fut déchirant. Toussaint partit avant l'aube, sans faire de bruit. Il laissa derrière lui ses amis, mais il emportait leur espoir. Il arriva à Port-Royal, une ville bruyante, pleine d'hommes libres et d'opportunités. Pour la première fois de sa vie,
Toussaint n'avait pas à demander la permission de se tenir debout. Il trouva du travail immédiatement. Sa force herculéenne était une marchandise rare. Il travaillait sur les docks, déchargeant les navires. Il gagnait un salaire, un vrai salaire, et il vivait dans une petite chambre qu'il louait. C'était une vie dure, mais c'était sa vie. Chaque sou qu'il gagnait était divisé, une partie pour survivre, la grande majorité pour le solde de 2000 francs qu'il devait à Beaumanoir, et le reste mis de côté pour la liberté de Jean-Pierre et Cédric. Pendant ce temps, à la plantation, la vie était devenue un enfer. Beaumanoir, ayant perdu sa meilleure force, redoubla d'exigence. Dubois, le contremaître, furieux que Jean-Pierre ait prouvé son innocence dans l'affaire de la mélasse et jaloux de la liberté de Toussaint, rendit la vie des deux hommes insupportable. Jean-Pierre et Cédric travaillaient sous une pression constante, mais ils avaient un secret. Ils savaient que Toussaint travaillait pour eux. Un an passa, chaque jour comptait, chaque pièce de monnaie économisée. Toussaint avait réussi l'impossible. Il avait réuni les 2000 francs. Il revint au domaine Beaumanoir un soir d'été, un homme libre, vêtu de vêtements propres, portant une sacoche remplie d'argent. Il n'était plus le même. Il avait la démarche assurée d'un homme qui possède son propre destin. Il se présenta devant Beaumanoir, qui faillit s'évanouir en le voyant. « Maître, dit Toussaint, sans une once de servitude dans la voix, le solde de mon affranchissement, 2000 francs, comme promis. » Beaumanoir prit l'argent, le compta, le pesant de ses yeux avides. Il était furieux d'avoir perdu Toussaint, mais l'argent était là. Toussaint était officiellement et définitivement libre. Mais il n'était pas venu que pour ça. « Maintenant, maître, dit Toussaint, se redressant, parlons de mes frères. Écoutez bien ce qui s'est passé ensuite, parce que c'est là que Toussaint a montré que la liberté lui avait donné non seulement des jambes, mais aussi une gueule. Maintenant, maître, dit Toussaint, se redressant, parlons de mes frères. Monsieur Beaumanoir était assis, les mains posées sur les 2000 francs de Toussaint. L'argent l'avait apaisé, mais il n'avait pas éteint sa fureur d'avoir été forcé à ce marché. Il renifla, fixant Toussaint avec condescendance. « Tes frères, comme tu dis, sont ma propriété, et ils valent leur pesant d'or. Jean-Pierre, 4500 francs. Cédric, 3000. C'est le prix que j'ai fixé, et je ne suis pas un marchand de poissons. » Toussaint sourit, mais ce n'était pas un sourire de joie, c'était le sourire froid d'un négociateur qui connaît les cartes de l'adversaire. « Maître, vous avez besoin de liquidité, et vite. Vos dettes ne se négocient pas, les banquiers de Port-Royal ne vous accorderont pas de délai. » Beaumanoir devint livide. Comment cet homme, cet ancien esclave, connaissait-il ses affaires? Il ne pouvait pas savoir que Jean-Pierre avait décortiqué ses livres. « Comment oses-tu » commença Beaumanoir. « J'ose parce que je suis un homme libre, maître, » coupa Toussaint, sa voix restant calme et uniforme, « et parce que je suis celui qui détient la clé de votre survie immédiate. Jean-Pierre est un comptable hors pair, vous le savez, il vaut son prix. Mais si vous le vendez à 4500 francs, il vous faudra des semaines pour trouver un acheteur, et cet acheteur paiera en traite. Je vous propose de l'argent, du vrai, tout de suite. » Toussaint avait préparé son coup. Il avait gardé de côté une partie de ses premiers gains, sachant qu'il ne pouvait pas revenir les mains vides. « Nous avons encore de l'argent, maître. Pas beaucoup, mais assez pour un premier versement conséquent, si vous réduisez le prix de Jean-Pierre. » Beaumanoir luttait intérieurement, la cupidité contre la nécessité. « Je ne peux pas descendre en dessous de 4000 francs, dit Beaumanoir, essayant de sauver la face. 3500 francs, rétorqua Toussaint immédiatement. Un acompte de 1000 francs aujourd'hui, le reste dans les 18 mois. Si vous refusez, je rentre à Port-Royal et je laisse les banquiers s'occuper de vous. » C'était brutal, mais efficace. Toussaint avait appris que le respect d'un ancien maître n'était pas dans la soumission, mais dans le pouvoir de la monnaie. Beaumanoir pesta, maudit les circonstances, mais il céda. Il avait besoin de ces 1000 francs pour éteindre le feu le plus urgent. 3500 francs, soit, cracha Beaumanoir. Mais si le solde n'est pas là, il revient. Et ces deux-là ne sont pas aussi robustes que toi, Toussaint.
S'ils meurent avant le paiement, l'argent est perdu. Ils ne mourront pas, maître, dit Toussaint, sortant un petit sac de toile, beaucoup moins lourd que le premier, mais tout de même conséquent, et le posant sur le bureau. Voici 1000 francs. Écrivez le reçu pour Jean-Pierre. Ce soir-là, Jean-Pierre sortit de la grande maison, le visage illuminé par la lune et par le papier qu'il tenait fermement. Il n'était pas encore complètement libre, mais il était affranchi. Il devait encore 2500 francs à Beaumanoir, mais l'important était qu'il ne travaillait plus pour Beaumanoir. Il retrouva Toussaint et Cédric sous le manguier. « Je suis à toi, Toussaint », dit Jean-Pierre, une formule qu'il n'aurait jamais cru prononcer avec une telle fierté. « Non, tu es à toi, Jean-Pierre, » répondit Toussaint. « Mais le temps presse. Nous avons 18 mois pour payer le solde, et nous devons libérer Cédric. » Le lendemain, Jean-Pierre et Toussaint partirent avant l'aube. Ils durent laisser Cédric derrière eux. C'était le plus dur. Cédric était le plus jeune, et sans ses 2 protecteurs, sa vie allait être un calvaire. « Tiens bon, petit frère, » lui dit Toussaint, le serrant dans ses bras. « Nous allons revenir, et nous reviendrons vite. Continue ton travail avec les chevaux. Chaque sou que tu gagnes est un jour de moins ici. » Cédric hocha la tête, les larmes aux yeux. Il savait que maintenant, il portait le poids de leur espoir sur ses jeunes épaules. Il devait être discret, efficace, et surtout survivre à la colère de Dubois, qui allait certainement se venger de la perte de Toussaint et de l'affranchissement partiel de Jean-Pierre. Toussaint et Jean-Pierre arrivèrent à Port-Royal. Toussaint avait déjà une petite chambre, mais elle était trop petite pour 2. Ils louèrent un taudis dans le quartier des Docks, un endroit bruyant, rempli d'odeurs de sel et de poissons, mais où l'activité ne s'arrêtait jamais. « Notre force, c'est notre association », déclara Jean-Pierre, après avoir passé une journée à observer le va-et-vient des marchandises. « Toussaint, tu es le roc, tu vas continuer à travailler sur les quais, mais plus comme un simple journalier. Tu vas te faire connaître. » Le plan de Jean-Pierre était d'une simplicité géniale. Sur les docks, les marchandises attendaient souvent des jours avant d'être transportées vers l'intérieur des terres, car les grandes compagnies de transport étaient lentes et chères. « Nous n'avons pas de cheval, pas de charrette, » dit Toussaint. « Comment allons-nous transporter ? » « Nous allons commencer petit, » répondit Jean-Pierre, sortant son calepin. « Tu vas te spécialiser dans les chargements urgents et les livraisons courtes, à dos d'homme. Les petits marchands qui ne peuvent pas attendre. Tu demandes un prix fixe, mais tu garantis la rapidité. » Toussaint devint une légende sur les quais. Il pouvait porter des charges qui nécessitaient normalement 2 hommes. Il était infatigable. Les marins et les petits commerçants appelaient ce service le service Toussaint. Jean-Pierre, lui, était le bureau. Il se tenait à l'entrée des docks, un petit homme propre, tenant ses registres. Il négociait les prix, il s'assurait que Toussaint ne soit pas volé, et il trouvait les clients qui avaient le plus besoin de rapidité. Sa capacité à calculer les délais et à organiser les livraisons était stupéfiante. Chaque soir, il comptait les gains. Ce n'était plus quelques sous, c'était des francs, parfois un écu entier. « Nous devons investir », dit Jean-Pierre 1 mois plus tard. « Porter à dos d'homme nous fait gagner de l'argent, mais cela nous coûte notre corps. Nous devons acheter un moyen de transport. » Ils avaient mis de côté 300 francs, pas assez pour un cheval de trait en bonne santé, mais suffisant pour un mulet et une vieille charrette. Ils trouvèrent le mulet chez un vieux fermier. C'était une bête têtue, avec une patte légèrement boiteuse, mais avec des poumons solides. Ils l'appelèrent « Courage ». La charrette, ils la réparèrent eux-mêmes, Toussaint utilisant sa force pour redresser le bois et Jean-Pierre pour ajuster les roues. C'est ainsi qu'est née la compagnie Toussaint et Frères Libres. Au début, c'était juste un mulet et une charrette brinque-ballante, mais elle était à eux. Ils passèrent des semaines à sillonner la route entre Port-Royal et les petites exploitations agricoles, transportant du sel, des outils, et remontant vers la ville le peu de récoltes ou de produits artisanaux. Jean-Pierre avait une règle d'or, la fiabilité. Ils arrivaient toujours à l'heure, quel que soit le temps. Leur réputation grandissait, attirant des clients plus importants.
Ils commençaient à concurrencer sérieusement les transporteurs établis qui les regardaient avec mépris, mais qui ne pouvaient pas égaler leur prix ou leur dévouement. Mais le danger, lui, n'était jamais loin. En tant qu'hommes affranchis, ils étaient des cibles. Les Blancs les traitaient avec suspicion, et les transporteurs rivaux essayaient de saboter leur travail. Un soir, alors que Toussaint déchargeait de la farine chez un boulanger, deux hommes armés de bâtons s'approchèrent, des hommes travaillant pour une grande compagnie de transport. « Tu t'es perdu, le noir », grogna l'un d'eux. « C'est notre territoire. Rentre chez toi. » Toussaint, qui n'avait plus la chaîne au cou, avait appris à canaliser sa rage. Il regarda les deux hommes droit dans les yeux. « Ce territoire appartient à celui qui travaille le plus dur, » répondit-il calmement. « Je suis un homme libre, et cette charrette m'appartient. » Le ton de Toussaint, exempt de peur, les déstabilisa. L'un des hommes leva son bâton. Toussaint n'attendit pas. Il attrapa une lourde caisse de marchandises qu'il venait de décharger et la souleva, non pas pour frapper, mais pour montrer la force qu'il maîtrisait. « Si vous voulez vous battre, il faudra que vous me tuiez, » dit Toussaint. « Et si vous me tuez, vous devrez expliquer au chef de police pourquoi vous avez détruit un chargement de farine et tué un homme libre qui faisait son travail. » Les hommes, habitués à intimider des esclaves ou des hommes libres sans ressources, reculèrent. Toussaint avait gagné son premier combat pour la reconnaissance de sa liberté dans la rue. Pendant ce temps, à la plantation Beaumanoir, Cédric vivait le martyre. Dubois, le contremaître, le haïssait. Il voyait en Cédric le dernier vestige de ce complot qui avait coûté à Beaumanoir ses deux meilleurs hommes. « Toi, le petit traître !» hurlait Dubois. « Tu penses que tes amis vont te sortir de là? Ils t'ont oublié. » Cédric travaillait sans relâche, mais il gardait le secret de son travail nocturne. Il réparait toujours les harnais, il continuait de vendre discrètement les graines rares. Il se privait de nourriture pour économiser chaque sou. Il avait peur, mais la pensée de Toussaint et Jean-Pierre là-bas, travaillant pour lui donnait la force de se lever chaque matin. Un jour, Cédric commit une erreur. Épuisé par une nuit de travail clandestin, il fut un peu lent à répondre à un ordre de Dubois. Dubois le frappa. Pas avec le fouet, Beaumanoir était trop avare pour risquer de blesser une marchandise de valeur, mais avec un bâton sur l'épaule. La douleur était vive. Cédric, après l'incident, s'enfuit vers le manguier, son refuge secret. Il sortit la petite boîte de toile cirée. Il comptait l'argent qu'il avait amassé. Il avait réussi à mettre de côté près de 500 francs. C'était une fortune pour un esclave, mais un rien face aux 3000 francs qu'il devait. Il se sentait désespéré. Il se demandait si Toussaint et Jean-Pierre allaient vraiment réussir. Mais la chance sourit souvent aux audacieux et aux travailleurs. À Port-Royal, l'entreprise de Toussaint et Jean-Pierre explosait. Jean-Pierre avait réalisé que leur plus grand atout était leur connaissance intime de la plantation et des routes. « Nous ne devons pas seulement transporter, Toussaint, » expliqua Jean-Pierre. « Nous devons acheter et revendre. » Ils commencèrent par acheter des sacs de sel en gros à Port-Royal qu'ils revendaient avec une petite marge dans les villages de l'intérieur. Puis, ils achetaient des produits agricoles, légumes, fruits, volailles, qu'ils revendaient à la ville. Ils étaient devenus des intermédiaires, des mini-marchands. Leur charrette, Courage, était toujours en mouvement. Ils dormaient à tour de rôle sur le siège, mangeant froid, mais l'argent rentrait. Après 1 an et demi de ce labeur acharné, la somme devint impressionnante. Jean-Pierre sortit son grand livre de comptes, un vrai, acheté en ville. Toussaint, nous avons non seulement remboursé la dette de Jean-Pierre, mais nous avons assez pour acheter la liberté de Cédric au prix fort, et il nous restera un capital de départ conséquent. C'était un moment de triomphe silencieux. 5 500 francs. Ils avaient payé leurs dettes et avaient de l'argent pour l'avenir. « Nous devons le faire maintenant, » dit Toussaint. « Cédric souffre trop. » Ils s'habillèrent de leurs meilleurs vêtements. Toussaint portait une veste de lin simple, mais bien coupée. Jean-Pierre était impeccable, sa petite taille compensée par son air d'homme d'affaires. Ils louèrent un cheval et une calèche pour faire le voyage, une démonstration de réussite nécessaire pour impressionner Beaumanoir. Ils arrivèrent au domaine Beaumanoir en milieu d'après-midi.
La plantation était sinistre. La canne à sucre n'était pas aussi haute que d'habitude. Les hommes travaillaient avec moins de vigueur. Beaumanoir, lui, avait vieilli et semblait plus maigre. Il avait perdu de l'argent, beaucoup d'argent. Les dettes s'accumulaient et le départ de Toussaint avait été un coup dur pour la productivité. Quand il vit Toussaint et Jean-Pierre arriver en calèche, il faillit s'étouffer. « Toussaint, Jean-Pierre, qu'est-ce que cela signifie ?» Toussaint entra dans le bureau sans y être invité, Jean-Pierre sur ses talons. « Cela signifie que nous venons honorer nos dettes, maître, » dit Toussaint, posant 2 gros sacs sur le bureau. Le solde de Jean-Pierre, 2500 francs. Beaumanoir compta l'argent avec des mains tremblantes. C'était bien là. Il dut signer les papiers, déclarant officiellement Jean-Pierre libre de toute obligation. Jean-Pierre, maintenant un homme libre et un homme d'affaires, ne laissa transparaître aucune émotion. Il rangea ses papiers. « Maintenant, maître, » dit Jean-Pierre, prenant la parole, car c'était son domaine, « parlons de Cédric. » Beaumanoir regarda le 3e sac que Toussaint tenait. « Cédric vaut 3000 francs, » dit Beaumanoir, avec une tentative de fermeté. « Non, maître, » dit Jean-Pierre, poliment mais avec autorité. « Cédric est jeune, mais il est malmené. Il n'a pas la force de Toussaint, ni mon intelligence. Vous avez perdu beaucoup de productivité. Nous vous proposons de l'acheter à 2500 francs, 500 francs de moins que votre estimation initiale. » Beaumanoir commença à protester, à invoquer la loi, à crier. « Silence, maître !» dit Toussaint, sa voix résonnant dans la pièce. « Vous êtes en faillite, nous le savons. Cet argent est le seul argent propre et immédiat que vous verrez cette année. Acceptez ou nous partons et vous vous retrouverez devant le tribunal avec vos créanciers. Et nous dirons à ces messieurs que vous avez refusé de vous séparer d'un esclave pour une question d'orgueil, alors que votre plantation était en jeu. » C'était le coup de grâce. Toussaint utilisait la connaissance du système et de la faiblesse de Beaumanoir comme une arme. Beaumanoir s'effondra littéralement sur son siège. Il signa les papiers. 2500 francs pour Cédric. La liberté totale et définitive des 3 hommes avait coûté 9000 francs au total, au lieu des 12 500 initialement demandés. Une économie de 3500 francs, gagnée grâce à l'intelligence et à la patience. « Appelez Cédric !» ordonna Toussaint. Beaumanoir, vaincu, fit appeler le contremaître Dubois. Dubois arriva, le visage rouge de colère. Il vit Toussaint et Jean-Pierre libres et bien vêtus, et comprit immédiatement. « Cédric est libre, Dubois !» dit Beaumanoir d'une voix faible. « Remets-lui ses affaires. » Dubois cracha par terre et partit chercher Cédric. Cédric, qui travaillait dans les écuries, fut stupéfait quand Dubois lui annonça, avec un sourire amer, qu'il était libre. Il ne le crut pas jusqu'à ce qu'il entre dans le bureau et voie Toussaint et Jean-Pierre. Il courut vers eux, les serrant dans ses bras. Les larmes coulaient sur les visages des 3 hommes. Cédric était maigre, son corps marqué par les mauvais traitements récents, mais il était vivant et libre. « C'est fini, petit frère, » murmura Toussaint. « C'est fini. » Ils quittèrent le domaine Beaumanoir sous le regard haineux de Dubois et le silence amer de Beaumanoir. Ils montèrent dans la calèche et prirent la route de Port-Royal, sans regarder en arrière. La première chose qu'ils firent en arrivant fut de donner à Cédric des vêtements neufs et un repas chaud. Cédric, même libre, portait encore en lui la peur. « Maintenant, nous sommes 3 hommes libres, » dit Jean-Pierre, tenant les comptes. « Nous avons un capital de départ conséquent et nous avons une entreprise qui fonctionne. » Leur entreprise de transport, Toussaint et Frères Libres, avaient déjà acheté un 2e mulet et une charrette plus solide. Cédric, après quelques jours de repos, retrouva son énergie. Il avait l'œil pour les chevaux et les mules. « Nous devons arrêter de louer des calèches quand nous allons voir des clients importants, » dit Cédric, après une semaine d'observation des affaires. « Nous devons avoir nos propres écuries, et nous devons les gérer au mieux. » Cédric devint le gérant de la logistique. Il s'occupait des bêtes, s'assurant qu'elles étaient bien nourries, que les chariots étaient toujours en parfait état. Grâce à lui, leurs frais d'entretien diminuèrent drastiquement. Toussaint continuait d'assurer le transport des charges les plus lourdes et la sécurité.
Sa réputation de force et d'honnêteté était leur meilleure publicité. Jean-Pierre, lui, était le cerveau de l'opération, le stratège. Il ne se contentait plus d'être un simple comptable. Il étudiait les prix du marché, les besoins des plantations qui n'étaient pas assez riches pour avoir leur propre flotte de transport, et il trouvait les meilleures marges. Leur modèle d'affaires était simple: la rapidité, la fiabilité et des prix justes. Ils ne cherchaient pas à écraser les petits, mais à concurrencer les gros, qui étaient lents et arrogants. En l'espace de 2 ans, Toussaint et Frères Libres passa de 2 mulets à 5 paires de bêtes de trait et à une petite écurie louée à Port-Royal. Ils employaient d'autres hommes, des affranchis, qui, comme eux, cherchaient à se construire une vie. Ils les payaient bien, mieux que Beaumanoir ne les avait jamais payés, et exigeaient en retour la même rigueur et la même honnêteté. Leur richesse n'était pas ostentatoire, ils vivaient simplement, réinvestissant la majorité de leurs profits. Mais leur pouvoir grandissait. Ils n'étaient plus les esclaves, ils étaient des hommes qui faisaient circuler l'économie locale. Un jour, Jean-Pierre revint de la ville, le visage rayonnant. « J'ai une nouvelle, mes frères, » dit-il tenant un papier. « Le domaine Beaumanoir a été saisi par les créanciers. Le maître est ruiné, il a dû vendre. » Toussaint et Cédric se regardèrent. La roue avait tourné. L'homme qui avait possédé leur vie ne possédait plus rien. « Qui a acheté la terre ?» demanda Toussaint. « Un riche marchand de la ville ?» répondit Jean-Pierre. « Mais il a besoin de transport pour ses récoltes. Et devinez qui est le seul transporteur assez fiable et rapide pour gérer une plantation de cette taille. » C'était un moment de justice cosmique, mes amis. Les 3 hommes, qui avaient payé leur liberté avec leur sueur, se retrouvaient maintenant en position de faire des affaires avec la terre où ils avaient été enchaînés. Ils devinrent les transporteurs officiels du domaine Beaumanoir, gagnant de l'argent sur chaque botte de canne à sucre qui sortait de la terre qu'ils avaient autrefois cultivée en tant qu'esclaves. Mais Jean-Pierre avait une ambition plus grande. Il ne voulait pas seulement servir les plantations, il voulait en posséder une. « Nous avons l'argent, » dit Jean-Pierre un soir, étalant les comptes. « Nous avons le réseau, nous avons la force et l'intelligence. Nous avons besoin de terre pour nous-mêmes. » Ils regardèrent les opportunités. Les terres les plus fertiles étaient hors de prix. Mais Jean-Pierre avait repéré une petite plantation voisine du domaine Beaumanoir, abandonnée et mal gérée, le domaine Les Lauriers. Elle était à vendre pour une somme importante, mais qu'il pouvait se permettre. « Pourquoi celle-là » demanda Cédric. « Parce qu'elle est petite, et personne n'y croit, » expliqua Jean-Pierre. « Mais elle est bien située, et surtout elle a de vieilles terres non cultivées qui pourraient être transformées en pâturage. » Toussaint, cependant, avait une idée encore plus audacieuse. « Nous n'achetons pas les lauriers, » dit Toussaint. « Nous achetons le domaine Beaumanoir. » Jean-Pierre et Cédric le regardèrent, stupéfaits. Le domaine Beaumanoir était immense, et même saisi, il valait une fortune. « Il est déjà vendu, » protesta Jean-Pierre. « Mais le nouveau propriétaire, ce marchand, n'est pas un planteur. Il est un homme de commerce, il ne sait rien de la canne, » expliqua Toussaint. « Il est déjà en difficulté, il a besoin d'un associé qui connaît la terre et qui a les moyens de le soulager. » Toussaint avait raison. Le marchand, nommé Delacroix, était un homme de la ville, et la terre le dévorait. Jean-Pierre se mit au travail. Il étudia les chiffres de Delacroix, découvrant rapidement que le marchand perdait de l'argent. Quelques mois plus tard, Toussaint, Jean-Pierre et Cédric, les 3 anciens esclaves, se présentèrent devant Monsieur Delacroix. « Monsieur Delacroix, » dit Toussaint, sa voix pleine de l'assurance que donne la réussite. « Nous savons que le domaine Beaumanoir vous pose problème. Nous vous proposons un partenariat. » Delacroix, désespéré, les écouta. Jean-Pierre présenta un plan de redressement détaillé, incluant un meilleur transport, une gestion des stocks plus efficace et l'introduction de cultures vivrières pour diversifier. Delacroix, impressionné par les chiffres et la confiance des 3 hommes, accepta de vendre 50% du domaine Beaumanoir à Toussaint, Jean-Pierre et Cédric.
Les trois hommes, qui n'avaient même pas le droit de posséder leur propre chemise quelques années auparavant, devinrent copropriétaires de la terre où ils avaient été esclaves. Le jour où les papiers furent signés, ils retournèrent ensemble au domaine. Toussaint se rendit directement à l'endroit où se trouvaient les cabanes des esclaves. Elles étaient vides. Il leva la main et montra l'horizon. « Ceci est notre terre, dit-il. Nous allons la gérer avec justice. Nous allons montrer à ces messieurs que nous ne sommes pas seulement capables de travailler, mais de diriger. » Leur prochaine étape, la dernière étape, était de transformer ce succès en une richesse et une influence qui dépasseraient tout ce que Beaumanoir avait jamais possédé. Et surtout, ils devaient trouver du bois. Ils ne pouvaient pas laisser le contremaître impuni. Mais ça, c'est une autre histoire qui se prépare dans le silence des contes et la force des muscles. Ils étaient libres, mais ils n'avaient fait qu'entamer leur ascension. La vraie puissance restait à conquérir. Écoutez-moi bien, mes amis, car la fin de cette histoire, c'est le moment où le sol tremble sous les pieds de ceux qui croyaient que l'ordre du monde était gravé dans la pierre. Toussaint, Jean-Pierre et Cédric étaient libres, copropriétaires de la terre où ils avaient été traités comme du bétail. Ils étaient de retour au domaine Beaumanoir, mais cette fois, ils ne portaient pas la houe, ils portaient les registres et les clés. Le premier problème, c'était du bois. Le contremaître, celui qui avait le fouet facile et le cœur sec, n'avait pas été renvoyé par Delacroix, qui le trouvait utile pour maintenir la discipline. Toussaint demanda à Jean-Pierre de l'appeler. Dubois arriva, arrogant, pensant que ces trois-là n'étaient que des associés mineurs sans pouvoir réel. Il vit Toussaint, grand et massif, mais désormais vêtu d'une chemise propre et d'un pantalon de lin, se tenant droit, l'air d'un roi. « Qu'est-ce que vous voulez ?» grogna Dubois sans saluer. Jean-Pierre s'avança, tenant un papier. « Monsieur Dubois, nous sommes ici en tant que copropriétaires de ce domaine. Après examen des méthodes de gestion et des registres d'incidents, nous avons décidé de mettre fin à vos services. » Dubois ricana. « Vous, les esclaves d'hier, vous me renvoyez? Qui va faire le travail? Ce marchand n'y connaît rien. » Toussaint fit un pas en avant. Sa présence seule était une menace. Il parla d'une voix basse, mais qui portait le poids de toutes les souffrances passées. « Monsieur Dubois, vous êtes renvoyé. Vous n'êtes plus le bienvenu sur cette terre. Vous avez 48 heures pour quitter la propriété. Si vous essayez de parler à nos travailleurs, ou si vous mettez un pied dans nos écuries, je m'assurerai que vous rencontriez la justice, non pas celle du maître, mais celle de l'homme libre. » Dubois voulut protester, menacer, mais il vit la détermination froide dans les yeux de Toussaint. Il vit la plume de Jean-Pierre, prêt à noter chaque mot, chaque menace. Il vit Cédric, jeune, mais qui le regardait sans peur pour la première fois de sa vie. Le contremaître, l'homme qui faisait trembler des centaines d'âmes, s'en alla en marmonnant des injures, vaincu non par la force brute, mais par l'autorité légale. C'était la première victoire symbolique. La plantation était débarrassée de son poison. Maintenant, il fallait travailler. Leur première action fut de changer la manière de traiter les travailleurs. Toussaint, qui avait connu l'enfer du labeur forcé, instaura des journées de travail justes, avec des pauses régulières et une nourriture de meilleure qualité. Surtout, il payait les hommes affranchis qu'ils embauchaient à un taux décent et offrait de meilleures conditions aux esclaves qu'ils louaient à d'autres propriétaires, une pratique courante, mais qu'eux utilisaient pour s'assurer que les hommes soient bien traités. Le résultat fut immédiat et stupéfiant. Les hommes travaillaient avec une vigueur nouvelle. La canne coupée était plus propre, la récolte plus rapide. La loyauté remplaça la peur. Jean-Pierre, lui, était le magicien des chiffres. Il élimina le gaspillage, négocia de meilleurs prix pour l'achat des outils et du sel, et surtout, il organisa le transport. La compagnie Toussaint et Frères Libres devint l'unique transporteur du domaine Beaumanoir, garantissant que le sucre et la mélasse arrivaient à Port-Royal sans perte de temps ni de produits. Cédric, devenu l'expert en logistique, réorganisa les écuries.
Il traita les bêtes avec la même douceur qu'il avait toujours eue, et les animaux, bien soignés, étaient plus performants. Les charrettes ne tombaient jamais en panne. En un an, le domaine Beaumanoir, qui était en faillite sous l'ancienne gestion, commença à dégager des profits impressionnants. Monsieur Delacroix, le marchand, était ravi. Mais Jean-Pierre n'était pas homme à se contenter de la moitié d'un gâteau. « Nous devons posséder l'intégralité de la terre, dit-il un soir à ses frères. Delacroix est un bon homme, mais il est un homme de la ville. Il ne comprend pas la terre. Nous la comprenons. » Ils avaient continué à faire fructifier leur entreprise de transport, qui était devenue la plus fiable de la région. Ils avaient mis de côté des sommes considérables. Jean-Pierre présenta à Delacroix une offre d'achat pour les 50% restants. C'était une somme colossale, mais juste, basée sur la nouvelle rentabilité de la plantation. Delacroix, qui préférait le commerce maritime à la terre, accepta sans hésiter. Quelques mois après, en 1823, les trois anciens esclaves, Toussaint, Jean-Pierre et Cédric, signèrent les papiers qui les rendaient les propriétaires uniques du domaine Beaumanoir. La boucle était bouclée. Ils étaient les maîtres de la terre où ils étaient nés esclaves. Leur ambition ne s'arrêta pas là. Ils utilisèrent les profits de Beaumanoir pour acheter d'autres terres abandonnées, qu'ils remettaient en état. Ils diversifièrent, cultivant non seulement la canne, mais aussi du café, du coton et des vivres qu'ils vendaient directement à la ville, coupant les intermédiaires. Leur richesse augmentait à une vitesse folle. Maintenant, parlons de l'homme qui les avait possédés, M. Beaumanoir. Après avoir vendu les restes de sa fortune pour régler ses dernières dettes, l'ancien maître avait sombré. Il n'avait pas l'habitude du travail ni de la modestie. Il était parti vivre dans une petite maison louée à Port-Royal, vivant de la charité de quelques anciens amis et de l'amertume. Un jour, mes amis, le destin organisa une rencontre, une scène, qui résume toute cette histoire. Toussaint, Jean-Pierre et Cédric étaient en ville pour finaliser l'achat d'un entrepôt important sur les docks, un investissement stratégique pour leur compagnie de transport. Ils étaient sortis du bureau du notaire, où ils venaient de signer pour une somme faramineuse, les rendant plus riches que la plupart des planteurs de la colonie. Ils marchaient dans la rue principale de Port-Royal, vêtus de costumes de qualité, mais sobres. Toussaint, le pas lourd et assuré, Jean-Pierre, les lunettes fines sur le nez, discutant des chiffres, et Cédric, toujours attentif aux moindres détails des chevaux qui passaient. Ils étaient l'image de la réussite des hommes que l'on saluait avec respect, et là ils virent un vieil homme, mal rasé, le dos courbé, poussant une petite charrette à bras remplie de caisses. Il était vêtu de haillons. C'était Monsieur Beaumanoir. L'ancien maître, qui avait perdu toute sa dignité avec sa fortune, travaillait maintenant comme porteur de marchandises pour survivre, acceptant les emplois que même les plus pauvres refusaient. Il ne les reconnut pas tout de suite. Il était trop occupé à pousser sa lourde charge, la sueur coulant sur son visage. Toussaint s'arrêta net. Jean-Pierre et Cédric s'arrêtèrent aussi, observant leur ancien maître. Il n'y avait pas de joie triomphante dans leur cœur, juste un sentiment de justice tranquille. Beaumanoir, luttant avec sa charrette, leva les yeux. Il vit Toussaint. Sa mémoire revint, et la surprise lui coupa la respiration. « Toussaint ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible, pleine de honte et d'incrédulité. Toussaint hocha la tête, sans haine, sans malice. « Bonjour, maître Beaumanoir, ou devrais-je dire monsieur ?» Beaumanoir regarda les vêtements de Toussaint, l'assurance de son port. Il regarda Jean-Pierre, qui tenait un portefeuille en cuir fin, et Cédric, qui avait l'air en parfaite santé. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Beaumanoir. Jean-Pierre répondit calmement, avec cette politesse froide qu'il réservait aux affaires. « Nous venons de finaliser l'achat de l'entrepôt principal des docks, monsieur. Notre entreprise se porte bien. » Beaumanoir baissa les yeux vers sa charrette. Il se souvenait de la valeur de Toussaint, de Jean-Pierre, de Cédric. Il se souvenait de l'argent qu'il lui avait donné. « Vous êtes riche, » souffla Beaumanoir, réalisant l'étendue de la catastrophe. « Nous avons travaillé, monsieur, » dit Toussaint. «
Nous avons travaillé pour nous-mêmes et nous avons été payés justement pour notre labeur. Beaumanoir, incapable de supporter cette inversion de rôle, cette preuve vivante de son échec, essaya de s'éloigner, traînant sa charrette. Toussaint fit un dernier geste, non pas de pitié, mais d'équité. Il sortit de sa poche une pièce d'argent. « Monsieur Beaumanoir, dit Toussaint, voici une pièce pour votre journée. Il ne faut pas que vous vous cassiez le dos. C'était un terrible affront, offrir une aumône à celui qui vous avait possédé. » Beaumanoir, entre la faim et l'orgueil, regarda la pièce. Il ne la prit pas. Il secoua la tête, le visage défait, et s'éloigna rapidement, disparaissant dans l'agitation de la ville. Toussaint remit la pièce dans sa poche. Il n'avait pas besoin de vengeance. Leur réussite était la seule et vraie vengeance. L'histoire de Toussaint, Jean-Pierre et Cédric ne s'arrêta pas là. Ils continuèrent à faire prospérer le domaine Beaumanoir, en faisant de cette plantation un modèle de productivité et d'équité. Ils n'utilisaient plus de contremaîtres brutaux, mais des gérants qui respectaient les hommes. Leur entreprise de transport, Toussaint et Frères Libres, devint l'épine dorsale de l'économie de la région, rivalisant et surpassant les compagnies blanches établies. Ils investirent dans l'éducation de leurs propres enfants et de ceux des autres affranchis. Ils devinrent des piliers de la communauté noire, libres de Port-Royal, des hommes respectés non seulement pour leur fortune, mais pour leur honnêteté inébranlable. Ils avaient commencé avec rien, juste la sueur de leur front, et un rêve murmuré sous un manguier. Ils avaient amassé une richesse bien supérieure à celle de leur ancien maître, qui avait fini par perdre sa dignité et sa fortune. Ils avaient prouvé que la vraie valeur d'un homme n'était pas écrite dans les registres d'un propriétaire, mais dans sa capacité à se battre pour sa liberté et à bâtir son destin. Et voilà, mes amis, l'histoire de ces 3 esclaves qui, avec patience et intelligence, ont acheté leur liberté, morceau par morceau, pour finalement devenir les maîtres de leur propre terre et de leur propre vie. Une leçon que la tyrannie peut acheter la force, mais jamais l'esprit. Et ça, c'est une chose que l'argent ne peut pas payer.